Bonjour et bienvenue dans cette première édition des podcasts à livre ouvert. Comme d'habitude, nous accueillons Jennifer, Michael, Marc, Corinne et moi-même pour débattre autour de la littérature. Aujourd'hui, on va commencer à parler de la qualité des dialogues dans les œuvres littéraires. C'est un sujet qui est très vaste. On essaie d'avoir pas mal de sujets vastes quand on parle dans nos petites réunions. Alors aujourd'hui, je voulais introduire le dialogue avec une citation de Webster, qui est écrivain anglais, qui réfléchissait sur les dialogues notamment, et qui disait qu'une composition écrite pour décrire les dialogues, c'est une composition écrite entre deux ou plus de personnages qui sont représentés en train de converser ou de raisonner, sur certains sujets. Donc, c'est, une phrase qui implique beaucoup de choses. Donc on va commencer, à se demander justement, ouais, qu'est-ce que le dialogue? Qu'est-ce que le dialogue pour vous, mes très chers participants? Alors qui commence, je me lance si vous voulez. Allez Marc, c'est parti. Moi j'ai bien aimé évidemment ce thème qui est très intéressant et dès que tu nous as parlé de ce thème, j'ai pensé à une citation aussi, à un texte très connu, hein, Alice au pays des merveilles. Et quand vous commencez Alice au pays des merveilles, dès le début, il y a une phrase assez superbe de Lewis Carroll qui dit, alors il fait parler à Alice, et Alice donc elle est toute jeune et elle voit sa grande sœur qui lit. Elle lit un bouquin, mais un bouquin très, très, très dense, sans dialogue, justement, un bouquin très dense comme ça, et elle est choquée. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre sans images et sans dialogue? Et c'est assez génial, parce que quelque part, c'est une définition de la littérature, une idée qu'on peut en avoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'écrit, de transmission d'art, en fait, sans quelque chose, une image, c'est-à-dire quelque chose de réel, quelque chose dans lequel on peut se représenter, et un dialogue qui est un dialogue avec l'auteur, en fait. L'auteur qui dialogue avec ses lecteurs, et quelque part, par un écart de temporel, même un écart de culture, un écart géographique énorme, il y a quand même ce dialogue, parce que qu'est-ce qu'on écrit, et toi aussi, Théo, tu le sais, tu écris aussi, quand on écrit, on est en dialogue avec le lecteur, et quelque part, c'est décalé ce dialogue, mais c'est un dialogue qui existe. Et un roman, peut-être que qu'est-ce qu'un roman? Et peut-être que c'est qu'un dialogue. Alors, en dialogue, quand on pense à dialogue, on pense toujours, lui, il met un petit tiré, il dit ça, l'autre, il dit ça. Et peut-être que tout simplement, un écrit est un dialogue. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Ah, peut-être que vous voulez intervenir, Jennifer, Michael, dessus? Que je pense du dialogue? C'est une très bonne question. En fait, je pense que ça dépend totalement du thème, littéraire ou du thème de l'histoire qu'on veut raconter, en fait, principalement. Le dialogue, je trouve qu'il est important, par exemple, dans des histoires, on va dire, fantastiques, où on fait intervenir des personnages dans des livres, enfin, dans les histoires, où, auxquels, ils comment dire? Ils participent à l'histoire, en gros. Ils racontent l'histoire, mais de leur point de vue. On ramène le lecteur du point de vue du personnage et pas du narrateur, cette fois-ci. Et je trouve tout aussi important de faire vivre, bah, en fait, l'histoire à travers le personnage directement qu'à travers le narrateur, en fait. Et du coup, ça donne une dynamique assez intéressante à l'histoire. Donc je suis pas totalement contre les enfin, on va dire, j'ai pas une mauvaise idée comment dire? De ça, mais au contraire, non, ça selon les histoires, ce que ça va raconter, ça va plutôt bien. Après, quand c'est trop fréquent dans un livre, quand c'est mal dosé, après on est trop dans le personnage et on n'est pas assez dans la narration. Je pense que c'est important d'avoir le côté omniscient et le côté présent de l'histoire. Ça peut créer des intrigues avec ça. J'apprécie ça, c'est bien, ouais, les dialogues. Super, merci pour ce partage. Jennifer, peut-être, ta version, ton opinion là-dessus? Mais disons que c'est vrai que, en fait, j'ai même jamais eu à penser à écrire en version en faisant des dialogues. C'est vrai que je fais des textes, donc c'est l'inspiration qui abonde et j'ai jamais pensé à ce côté-là, dialogue et c'est vrai que ça peut plonger à la limite
le personnage va être plus en corrélation peut-être avec lui-même et à être plongé plus encore dans l'histoire. C'était une question que je ne me suis encore jamais posée, qui peut être très intéressante effectivement et à voir eh bien, sous un nouvel angle du coup pour l'écriture des histoires. C'est passionnant. Vas-y, Marc. Non, je disais que si dans cette idée-là, si on va au bout, qu'est-ce que serait une œuvre littéraire où il n'y aurait que des dialogues? Ben, on le sait, c'est du théâtre. Quand tu lis Cyrano de Bergerac, par exemple, voilà, il n'y a que des dialogues. C'est, Je suis un peu dedans en ce moment à l'école en train de lire le Cid. Mais contrairement à Molière, j'ai envie de dire que j'apprécie beaucoup plus ce style que de Molière. Mais bon, moi, c'est une question de goût. Mais c'est vrai que si tu lis une pièce de théâtre, tu n'as on va dire que t'as que du dialogue là-dedans, c'est sûr et certain. Après, ça peut être soit intéressant ou pas du tout intéressant en fonction des goûts de chacun. Après, une œuvre qui est que, on va dire, que du texte écrit de A à Z, bah, dans ce cas-là, ce serait plus une thèse qu'autre chose, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Donc, faut savoir. Diversifié en Je fait. pense que c'est comme dans les films, tu vois, tu as le côté un peu omniscient, tu as une vue sur un troisième plan, tu vois l'ensemble du décor et tout, des personnages, qu'est-ce qu'ils font, machin. Et tu as la vue sur le personnage où tu vis le moment avec le personnage. Et je pense que la dose entre ces deux univers-là, ces deux points de vue-là, je trouve qu'elle est assez importante parce que ça crée une dynamique, justement. Là, c'est mon point de vue après. D'avoir l'équilibre des deux, dialogue et à la fois pas que ça fasse trop thèse, donc trop long, pavé, mais d'avoir un ensemble équilibré. Et là, ça devient vraiment une histoire intéressante. C'est vrai. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Pour rebondir un petit peu là-dessus, après, ça va être très personnel, mais ce que je trouve au dialogue et comment j'aimerais le définir, c'est vraiment ce côté qui est en phase, tout le caractère émotionnel d'un personnage. Parce que le narrateur omniscient, il va poser un contexte, il va faire des descriptions, etc. Et je trouve qu'on s'attache d'autant plus à un personnage via les dialogues. C'est là où je ressens le plus d'émotion, en tout cas, à ce niveau-là. Et dans le théâtre, notamment, le théâtre, faut pas oublier que ça a beau être une liste de dialogues, c'est écrit dans le but d'être joué sur scène et d'avoir cette dualité. Donc la qualité du texte, mais aussi le jeu. Donc c'est très, très imagé. Tandis qu'un livre, c'est tout à fait autre chose. Le livre, il n'a pas pour but d'être joué, d'être représenté devant des spectateurs. Il se passe dans la tête du lecteur. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Je trouve qu'il faut vraiment essayer de trouver cette dynamique, cet équilibre entre le texte de narration et le dialogue pour forger, en gros, la scène du théâtre dans la tête du lecteur, en fait. Et je trouve que le dialogue est extrêmement important pour ça, parce que non seulement les descriptions, la narration, etc., elle va permettre souvent de s'imager, hein, quand il y a des gros paragraphes de description je sais pas, de Zola. Zola, il faisait des descriptions assez intéressantes, je trouve, assez rigolotes. écrire un mur, 10 pages. Ouais, il écrivait des murs. Ouais. Mais du coup, il cherchait vraiment, il était vraiment dans la description. Et quand il y avait du texte, justement, on respire un petit peu. Le lecteur, il respire quand il y a du texte, quand c'est trop long. Là, par exemple, je suis en train de lire André Malraux. Enfin, j'ai fini de finir La condition humaine de Malraux. Très philosophique, beaucoup dans la description, dans l'atmosphère, etc. Chaque fois qu'il y avait de la narration, je respirais. C'était incroyable. C'était vraiment d'être en apnée devant ces pavés. Et je trouve que pour moi, c'est comme ça que je définis le dialogue. C'est ces bulles d'air, ces bulles émotionnelles. C'est quelque chose qui va créer ces vagues dans la lecture et pour le lecteur. Oui, mais alors là, il y a une question importante. Ça tombe bien qu'on est dans ce thème du dialogue, parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire sur une proposition de Richard Delay, hein, celui qui a fait le film Amateur, qui va bientôt sortir. D'ailleurs, avec Michael, on va devoir faire du montage pour ajouter dans ce film qui va sortir. Et Richard me dit, l'année prochaine, je vais faire un film, fais-moi le scénario. Alors, j'ai dit, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il va suivre mon scénario. Il m'a juste dit, c'est les années 50, une histoire d'espionnage et ça doit bouger un petit peu. Alors, moi, ben voilà. Alors, ça sera à Lyon et à Genève. Voilà, ça aussi. Donc, j'ai commencé à écrire. Et j'écris des romans, et en tant qu'auteur à ce niveau-là, j'ai commencé à écrire un roman et
avec l'idée, évidemment, de tout remettre en dialogue, puisque le scénario qui ne sera pas complètement comme une pièce de théâtre, quoique, puisque la pièce de théâtre explique hein, c'est ce qui se passe, mais le scénario va peut-être un peu plus profond. Mais donc, je vais passer du roman, parce que c'est comme ça que je m'exprime, à, à ce que je peux lui donner en tant que scénario, avec discussion en lui, en tant que réalisateur. Hein, et donc, il va dire qu'est-ce que je peux filmer par rapport à ça. Et moi, je vais devoir changer ce que j'ai dit par rapport aux mots. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est donc quand même presque deux mondes encore. Hein. Là, comme on disait, hein, on joue un peu avec ça. C'est assez intéressant. Après, si je peux rajouter dans le dialogue, maintenant, de plus en plus, je sais pas si vous remarquez, quand vous lisez par exemple le journal People, ou même les informations, même, je sais pas moi, un texte scientifique, peu importe, de plus en plus, ils font des dialogues dans ces genres de textes-là. Et je remarque en lisant certains trucs au Japon, que ce soit à l'école, même en dehors, sur des magazines, tout ça, je me dis, mais ça sert à quoi de mettre du dialogue dans des trucs comme ça, quoi, sur des trucs people, des machins, je dis, mais c'est quoi l'idée de ça? Et c'est après que j'ai compris, oui, c'est pour l'émotion, ouais, faire vivre le truc, mais bon, c'est, si tu veux, quand ça brise un peu le ridicule, où ça, le dialogue n'a pas sa place, c'est vraiment dans ce genre d'univers-là où vraiment ça parle du monde réel, enfin du sérieux, si je puis dire, et pas de quelque chose qu'on a inventé pure souche quasiment, tu vois? C'est vraiment pour mettre en lumière la profondeur de l'être, mais dans toute son authenticité. Et alors, à ce moment-là, il faut être authentique. Parce qu'effectivement, si tu es dans la superficialité, alors là, tu touches encore un autre niveau. Mais si tu es dans l'être authentique à toi-même, et alors le dialogue vient justement toucher cette part profonde de toi. Et tu peux faire des dialogues, bah, la personne qui va lire ce dialogue-là, elle va être touchée. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais rebondir sur le deuxième thème. Pour vous, qu'est-ce qui serait mieux? Dialogue court, dialogue long? Comment on exprime le mieux ses idées? Ça dépend du personnage. Tu as un personnage qui a 3 mots dans sa vie, il ne pourra pas faire un dialogue long de toute façon. Tu as tes paysans qui partent en croisade. Bon, ben, ceux qui n'ont pas de culture, ils ne vont pas parler beaucoup. Alors après, peut-être que le comte, voilà, qui lui a une habitude de parler, qui passe sa vie à parler, va plus disséquer. Donc, c'est un peu ça. Le dialogue va être lié au personnage. Alors après, ça peut être dangereux parce que La vie devant soi, par exemple, ce très bon roman, hein, ben malheureusement, moi, ça me gêne un peu. C'est que, bah, évidemment, ça parle l'histoire d'un gamin de banlieue dans une situation difficile. Donc, un gamin qui n'a pas beaucoup de mots et qui a des mots d'argot encore pour s'exprimer, il s'exprime très mal, forcément. Et là, l'auteur, c'est toujours le choix hein, qu'on peut avoir, où on parle comme le personnage. Et dans ce cas, les gens d'aujourd'hui ne comprendront pas. Si nous, on fait les romans historiques, par exemple, si on parle en vieux français, parce qu'ils parlaient en vieux français, si je puis dire, ben, les gens ne comprendront rien. Donc, il faut que leur parler dans un langage moderne. Et donc, quelque part, on va changer. Et là, par exemple, ce gamin de banlieue qui parle avec une dizaine de mots, les dialogues est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme il aurait dit, avec ces 4 mots. Et est-ce que les gens vont continuer à suivre, à s'accrocher à ça? Ou on va truquer un petit peu pour exprimer ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est le fond ou la forme? Ou on peut dire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Selon l'inspiration, je te rejoins tellement, Marc, sur ce que tu as dit, c'est en fonction de l'être et ce qu'il est, tout simplement. Et dans l'instant, moi, je remarque des fois, je me disais, mais attends, je devrais avoir des papiers et écrire à l'avance, mais en fait, je préfère être authentique à moi-même et c'est dans l'inspiration que le contenu va venir en moi, si je puis dire. L'inspiration va venir. Donc, il est difficile de jauger en fait plus ou moins court. C'est en fonction de l'être qui va être en face de nous et en fonction de l'inspiration, de la conversation ou de l'élan pour n'importe quel projet, là, le livre, l'écriture du livre. Mais je sais que voilà, je laisse venir et quand le flux d'informations arrive à flot, eh bien, je transcris quand c'est pour garder mes idées et puis les mettre ensuite sur papier. Mais là, typiquement, lors d'une conférence, eh bien, je laisse vraiment le flux arriver et les dialogues, eh bien, je vais rebondir si mon inspiration me dit que. Donc, c'est vraiment très particulier à définir, en fait. C'est en fonction de tout un chacun. Bah, ouais, ça, en fait, ça dépend vraiment du personnage. Si c'est un personnage qui va dire, qui a quelque chose d'important à dire dans l'histoire et d'annoncer un truc, pourquoi pas un dialogue long? Ou sinon, un personnage complètement, on va dire, décérébré, puis il dit je s'appelle Groot toutes les 5 minutes. Pourquoi pas aussi? Donc ça apporte comment dire, quelque chose, un attrait humoristique ou un attrait intellectuel. Ça dépend de ce qu'on veut faire en fait avec nos personnages. Donc que le dialogue soit long, pourquoi pas, mais pertinent surtout en fonction du personnage. C'est surtout ça le plus important.
Et ça peut créer, pourquoi pas, des moments clés spécifiques à un personnage où il s'ouvre au lecteur et puis il se dit waouh, ok, on reçoit ça, waouh, en fait, il est vraiment comme ça. Ça peut tromper le lecteur, en fait, en quelque sorte. On peut créer une image du personnage et puis il crée un grand dialogue et par la suite, il peut montrer l'inverse, tu vois, à travers ce dialogue-là. Et ça peut créer une grosse intrigue, un gros renversement de situation. Ça peut être intéressant. Voilà. Complètement, ouais, je rejoins parfaitement cette idée-là. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Marc aussi, c'est cette limitation du vocabulaire et de la culture, elle est très très importante parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui vont jouer avec le comique de répétition, notamment. Je cite Astier dans ses textes qui aime beaucoup jouer avec ça, même Molière qui aime beaucoup avoir ces personnages euh, qui sont un peu incultes et qui vont répéter un petit peu les mêmes phrases. C'est très difficile et tu as très bien marqué le problème, c'est d'arriver à captiver le lecteur, toujours, même avec ce comique de répétition, même avec ce vocabulaire limité. Et il y a beaucoup d'auteurs qui essayent de jouer avec ça, mais je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce que je retiens quand je lis un livre, c'est vraiment les personnages qui me marquent le plus, c'est ceux qui ont le plus de profondeur dans ce qu'ils disent. Là, par exemple, je vais reprendre Malraux que j'étais en train de lire. On a un personnage d'un Français qui s'appelle Gisors, qui est donc voilà, qui est un riche actionnaire en plein milieu des guerres communistes d'Asie. Et, euh, et c'est celui qui apporte le plus de réflexion philosophique. C'est celui qui regarde dans le vide et qui pense à l'avenir, qui pense aux fluctuations économiques, qui pense à l'absurdité des conflits politiques. Et c'est lui qui mène un peu dans ses réflexions et dans ses dialogues le fil conducteur de toute la réflexion du livre en général. Et je trouve que voilà, donc moi j'aime bien cette idée d'avoir cette contrebalancement entre ces personnages qui vont avoir des dialogues très puissants, très, très philosophiques, très intellectuels, et contrebalancés avec ceux voilà, qui ont moins de culture, mais qui sont présents pour exprimer une certaine dualité, une profondeur. Et c'est extraordinaire. Et là, ça rebondit sur, tu te souviens, quel est un bon livre? Et je veux juste, j'ai eu l'élan en fait d'inspiration qui m'est venu et ça tient vraiment juste sur une page, hein, c'est pas du tout long. Est-ce que je peux vous la citer, ce que j'ai eu? Et encore, une page, c'est gentil. Hein. L'art d'écrire. Pour moi, l'art d'écrire, c'est d'être aligné au cœur, au corps et à l'esprit. Laisser l'inspiration abondre sans émettre de distorsion en pensée, en parole et en action, qui viendrait couper l'élan de cette inspiration. Car enfin, je laisse libre cours à l'imagination. La créativité se fait ressentir et je suis pleinement à mon plein potentiel de réalisation. Parce que je me nourris en permanence de ce qui m'anime, me réjouit, m'égaye. Enfin, augmente mon énergie, ma vitalité et nourrit par ce biais mon inspiration. Je suis inspirée à tout bout de champ par l'environnement en mon propre fort intérieur, ainsi que l'environnement au dehors. Chaque saison, chaque temps, chaque température, chaque inspire est un nouvel élan d'inspiration. Du réveil au coucher, de nuit comme de jour, l'inspiration abonde. Comme chaque être est différent et unique, découlera une histoire à l'image de l'être qui l'a écrit, tel qu'il pense, entend, comprend, voit le monde extérieur, en vue de sa propre traduction de son propre monde intérieur. Ainsi, chaque livre est unique et différent, tout comme chaque être vivant humain est libre, unique et différent. Bon, mauvais, bien, mal, bon prix, hors de prix, tout ceci est précepte, car enfin, il y a juste l'inspiration de l'instant présent qui découle de chaque être vivant humain en fonction de sa propre œuvre d'art intérieur. C'est là toutes les prémices exquises de la libre circulation, évolution de chaque être vivant humain en fonction de sa propre œuvre d'art intérieur et aussi surprenant, époustouflant, triste, maussade, le livre écrit sera à la couleur, la nature, l'origine de l'être qu'il a traduite de par son propre monde intérieur. Quelle richesse exponentielle. Et donc, le dialogue en découlera forcément. Là, pour rebondir. Ah, j'aime bien, bravo, ouais. Super bien écrit, j'adore, c'est passionnant. C'est D'ailleurs, vrai. Ouais, vas-y, Marc.
Non, c'est très bien, écrit. Et c'est vrai que ça donne envie de penser tout de suite à un thème futur, hein. Est-ce qu'on est libre de ses écrits, finalement? Ouh, allez, je note. J'aime beaucoup cette question. Petit aparté, alors Marc, avec tes lunettes, c'est incroyable. Tu as un look d'enfer. Le monde écrit pas crunch dans sa grange et tout, c'est. Alors là, faut pas changer, faut rien changer. Non, mais c'est vrai, ton texte, il est vraiment prenant parce qu'il reflète parfaitement ce que tu dis. En fait, il y a vraiment cette authenticité, cette puissance de ces émotions et ce fil. On sent vraiment que quand tu écris ces mots, ça vient du cœur, ça vient du profond de ton être. Et, non, et c'est vrai que moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Bravo, très beau texte. Du coup, on était parti sur ce petit débat entre un dialogue court ou un dialogue long. On va faire la transition avec est-ce que vous préférez un dialogue réflexif à un dialogue émotionnel? Très subjectif. Allez-y, c'est parti, Jennifer. Émotionnel, parce que là, on est donc encore une fois en soi, intérieurement. On n'est pas dans le mental où je prends, je copie-colle, où on réfléchit trop. Et alors là, encore une fois, tu n'es plus dans ton flux d'inspire, de souffle. L'inspiration ne découle pas. Et quand tu es dans ton inspiration, dans ton flow, c'est tes émotions qui commencent à prendre le dessus. Et quand tes émotions prennent le dessus, là, mais c'est magique ce qui en sort. Cela dit, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais parfois le narrateur, l'auteur, va mettre dans un dialogue, dans une phrase, une simple phrase, beaucoup de choses. Donc ça paraît justement une explosion de sensibilité, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses derrière. Je pense par exemple à Tartuffe, hein, de Molière, justement, Molière, quand Tartuffe dit cacher ce sein que je ne saurais voir, il y a tout dans l'histoire. On voit que le Tartuffe, il parle, il dit que c'est religieux, mais il n'est pas du tout, en fait. Il est complètement là, il est dans cette maison pour abuser, tout ça. Et en fait, avec cette simple phrase, Molière montre le personnage. Voilà, c'est cette espèce d'hypocrisie, tout ça. Et alors d'un côté, on peut dire que c'est émotionnel, c'est Tartuffe dit, voilà, comme ça, ce qu'il pense, mais en fait, c'est Molière qui est derrière, qui dit, regardez comment il est, ce mec-là. Et alors, ouais, il y a une ambivalence. Il y a Il les y a deux. les deux, Mm, exactement. tout à fait. Alors, moi, je pense Ouais, vas-y, Michael. beaucoup, par exemple, dans les mangas. Parce que dans les mangas, maintenant, de plus en plus, enfin, je remarque, en tout cas, si je dois citer un Naruto, par exemple, il y a beaucoup comment dire, de discours réflexifs, justement, par rapport aux techniques de combat, comment ils emploient, comment est-ce qu'ils font, patati patata, expliquer les chakras. Il y a beaucoup de détails techniques, on va dire, sur comment, pourquoi, etc., etc., qu'au final, ça peut rendre très, très intéressant pour comprendre un peu mieux l'histoire par la suite. Je pense que les deux sont importants. Il faut savoir balancer entre les deux parce qu'il y a autant d'émotions que de réflexion. Et je pense que connaître certains détails pour plus tard, dans l'histoire, raconter et faire soulever ça, pourquoi pas. Et autant mettre de l'émotion pour justement définir le caractère d'un personnage. Voilà. Je trouve que les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Ça dépend à quelle dose. Une fois plus, que si on fait que de l'émotionnel, ça va finir en drama. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Voilà. Dans les mouchoirs, on fait que ça. Sinon, s'il y a trop de réflexion, on aura une tête comme ça. Mais je pense que le bon dosage entre les deux, ça peut être pas mal. Et c'est ce qui rend l'histoire vraiment attrayante et intéressante. Bon, de mon point de vue, en tout cas. Ah, je suis complètement d'accord. C'est intéressant de parler de Molière. J'aime beaucoup y revenir parce que ce Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était doué dans ses écrits, hein, n'est-ce pas? Ce que j'aime beaucoup et qu'on retrouve pas mal chez lui, c'est cette dualité entre un personnage qui va être dans le réflexif, un personnage qui va être dans l'émotionnel. Et du coup, c'est là où on va retrouver cette dualité. Il y a certains auteurs qui font le choix d'avoir cette dualité sur un seul et même personnage, qui est autant dans la réflexion et dans la profondeur intellectuelle et que dans l'émotion. Donc ça vient faire un personnage qui est très humain au final, hein, quand on y pense. Et certains auteurs font le choix d'avoir cette dualité. Mais par exemple, je vais prendre Sganarelle. Sganarelle, cette ouverture, j'ai étudié ça, j'ai bombardé ça quand j'étais au lycée. Je vais vous lire juste l'introduction de Don Juan, que je trouve absolument incroyable. Sganarelle, qui entre sur scène, joué par Molière. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac
n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. 3 phrases, tout simplement. Et on a Molière qui nous introduit tout, tout le reste. On a vraiment cette contrebalancement, on a ce Sganarelle qui n'est pas un homme noble, mais qui vient critiquer ce manque de vertu qu'a Don Juan a déjà en disant bah, moi, ma vertu, elle est simple, elle passe par le tabac, et je trouve que les gens sont honnêtes juste en fumant et tout. Enfin, il y a tellement de choses dans ces 3 phrases. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et il y a de l'émotion. Je trouve qu'il y a de l'émotion là-dedans. Tout est dit, c'est extraordinaire. La dualité met à sa juste dose, à l'équilibre. Donc, il aime justement fumer, mais on te dit pas, on t'interdit rien, parce que si tu es dans l'équilibre de toute chose, c'est ça la vie. C'est de profiter tout à l'équilibre, justement dosé. Après, pour revenir sur le côté dualité des personnages, on a typiquement dans le Seigneur des Anneaux, le personnage de Gollum, qui est totalement en dualité contre lui-même. En fait, il a une double personnalité. Et ce qui est intéressant, autant dans le texte que dans les films, et ce qui ressort assez bien d'ailleurs, ce côté-là, c'est que le personnage se parle à lui-même, mais qui n'est pas vraiment lui-même, en fait. Et du coup, dans l'histoire, ça peut créer une confusion au départ quand on n'est pas habitué à ce genre de texte. Mais quand on le lit, on se dit, bah, c'est quand même incroyable. Le personnage, en fait, il est en pleine réflexion sur lui-même, avec lui-même, mais c'est pas vraiment lui-même, en fait. Et du coup, il y a toute une construction autour du personnage. Enfin, ou des personnages. Ça dépend comment on le prend après. Mais c'est incroyable. Le côté réflexif à ce niveau-là, c'est incroyable. Si on veut imiter, par exemple, imiter, ou on va dire, interpréter un personnage qui a, je sais pas, qui est bipolaire, par exemple, ça peut être vraiment incroyable de créer ce genre de texte réflexif interne au personnage. Et moi, là, je dirais, c'est l'extrême, la bipolarité, tu vois. Là, on n'est plus dans l'équilibre, là, on est dans l'extrême. Oui, Et ouais, quand tu justement dosé les choses par rapport à Gollum, il est dans un personnage complètement à l'extrême. ouais, Et l'autre extrême, oui, c'est voilà, sûr. Hein. la C'est sûr, ouais. dualité. Et d'être au milieu, en fait, de ces deux-là, parce qu'enfin, il faut pas être plus ou moins dans quelque chose, il faut être au milieu de chaque chose pour que cette dualité, en fait, devienne fluide, ce soit fluide Ouais. et équilibré. Mais, Et voilà. mais là, en l'occurrence, c'est vraiment dans le texte réflexif. On est vraiment que là, on n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans le réflexif avec lui. Et il lance un débat, est-ce que je dois les tuer? Non, faut pas les tuer. L'anneau il est pour moi. Non, en fait, il est pour moi. Tu vois, Puis, il se dispute avec lui-même, en fait. complètement. Ça crée un truc assez étrange, dérangeant, mais à la fois très intéressant à À analyser, décortiquer, décortiquer, complètement. ouais. Complètement. Cette dualité qu'il y en a qui se tapent la tête contre un mur, en fait. Ouais. Marc, tu peux J'aime beaucoup. intervenir? Vas-y. Ouais, j'aime beaucoup là, ce que je mets là, de ce que dit Jenny. Là, c'est aussi très intéressant. C'est une philosophie qui est très grecque. Hein. Trouver l'harmonie, c'est d'être dans le milieu un peu de toute chose, à l'harmonie de toute chose. Et évidemment, je pense que c'est très juste. Mais alors, je me pose la question comme ça. Je veux dire, mais pour être au milieu de toute chose, et ça, Michael va me dire, parce que le mathématicien, c'est un peu lui, pour être au milieu, il faut connaître les extrêmes. Comment tu fais à savoir si tu es au milieu si tu ne connais pas les extrêmes? Très belle réflexion. Pas de souci. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ça me fait immédiatement penser à l'œuvre de Stevenson de L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. On est dans cette même dualité. En plus, on est dans une critique d'une époque victorienne, donc c'est absolument génial parce qu'on a le retour à cette pensée grecque, avec cette évaluation du bien et du mal. Et on a cette dualité poussée à l'extrême, comme tu dis, qui fait réfléchir tous les philanthropes sur la société actuelle pour avoir cet équilibre. Et j'adore ce livre, il est incroyable. Je trouve qu'il est magnifiquement bien écrit. Il est hallucinant. Stevenson était brillant. Et c'est ça qui est génial, c'est réflexif. Il y a de l'émotionnel quand même parce qu'on sent le conflit et ça fait de lui un être humain au final. Et c'est de nous faire réfléchir sur la normalité d'être constamment dans cette dualité. On est tout le temps en conflit avec nous-mêmes, c'est normal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de nous rappeler que, eh ben oui, c'est normal, il faut réfléchir, il faut prendre. Il faut pas se séparer comme comme ce fameux docteur faisait. Il se séparait Ouais. complètement encore plus, alors qu'il fallait rassembler
Pour ne pas devenir l'affreux Mr. Hyde. Ça fait penser aussi à Goethe, au docteur Faust. Quelque part, il cherche l'extrême pour trouver être voilà, une sorte de perfection qui est complètement ratée finalement. En fait, les extrêmes se rapprochent et en cherchant à être voilà, espèce de Mr. Hyde qui en fait va devenir qui est en fait l'extrême du mal, alors que lui il voulait aller vers le côté du bien, s'il pouvait changer ça. Et en fait, en touchant les deux extrêmes, il s'aperçoit que le mieux c'était là où il était. En fait, il était au milieu, mais il s'en rendait pas compte en fait. Et c'est exactement ce que tu dis. Quand tu as touché les extrêmes des deux, donc entre guillemets du bien, du mal, eh bien tu dis, mais attends, là c'est trop mal, là c'est trop bien. C'est trop pour les deux. J'ai envie de revenir et me sentir, disons, pas dans cette dualité où je me confronte, je me tape, tu sais, comme la tête dans un mur, mais où je me sens apaisée avec moi-même, où je me sens autant bien avec ce dit mal et autant bien avec cette joie. Je suis ni tout le temps en train de pleurer, ni tout le temps, ouais! Non, je suis juste zen entre les deux, pour tout. Et je dis juste cette toute petite aparté, j'ai touché l'extrême lorsque je me suis vraiment pris le mur de plein fouet en ayant eu ce cancer et où j'ai eu cette seconde chance de m'apercevoir qu'enfin la vie, c'est pas de trop ni de pas assez, c'est juste pile poil dans l'alimentation et dans tous les autres domaines. Et dans l'écriture, eh bien, l'inspiration vient. Si je me réalisais, eh bien, je viendrais chipoter sur beaucoup de choses. Mais enfin, je l'ai juste mon inspiration qui fait que comme j'ai trouvé mon équilibre à l'intérieur, eh bien, mon écrit sera à sa juste mesure. Vis-à-vis de moi, bien évidemment. Mon côté matheux va dire que c'est que de la trigonométrie, mais après, c'est un détail. Ah, mais c'est tout à fait ça. Puisqu'on parlait de Molière, hein, il y a le misanthrope. Un misanthrope qui, voilà, il veut s'éloigner de la bêtise, de la monstruosité humaine, mais finalement, il s'éloigne tellement loin qu'il va dans un extrême et il n'y est plus non plus dans la vie. C'est exactement ça, oui, c'est de la juste mesure. Pour ne pas te perdre, en fait, hein, pour ne pas t'oublier toi-même. Ah oui, oui, pour pas te perdre. Oui, tout à fait ça. Parce que si le but de la vie, c'est de se trouver au fond de soi, ben, si tu te perds, ben, tu ne vas pas arriver à te retrouver au fond de soi. Donc, on en revient un peu à cette idée qu'on a dans Nietzsche, qu'on a dans Spinoza, dans tous les grands philosophes. Cette dualité te permet soit d'être dans l'extrême de quelque chose et te perdre, soit être beaucoup trop haut perché, si je puis dire. Tandis qu'il faut te ramener au juste milieu pour être dans l'équilibre d'être humain, vivant, faisant cette expérience humaine. J'ai même envie de parler aussi, d'un autre auteur, c'est Lovecraft. Bon, j'ai pas beaucoup lu malheureusement, et un jour je vais vraiment m'y mettre. Et ce que j'aime bien dans ses écrits, c'est qu'il arrive à mettre ses personnages dans des scènes de terreur et d'horreur, à tel point que il va même en parler de la psychologie du personnage qui change carrément. En fait, il devient complètement dingue, fou. Et pour le peu de textes que j'ai pu lire de ces histoires, il y a certains de ces personnages qui deviennent complètement, au fil du temps, qui deviennent complètement dingues, en fait. Et cette évolution, ça c'est par dialogue, d'ailleurs ça je me trompe pas, il commence à se parler à lui-même, et à entendre des voix, et ainsi de suite. Et après, tu as le narrateur qui explique un peu les événements qui se passent, et après on revient dans le dialogue, et ça crée une genre de dualité à travers le dialogue. Et ça, c'est incroyablement intéressant de voir comment il a manipulé le dialogue pour faire évoluer un personnage comme ça, en fait, à travers la folie, par exemple. Et c'est hallucinant, vraiment. Tu aurais quelque chose à nous recommander de Lovecraft? Là, j'étais en train de regarder justement. Lovecraft, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup de petites nouvelles. Euh, Évidemment, Ouais, bah, à quoi tu penses quand tu fais référence au à même ça? titre par exemple, que j'allais dire que le créateur de Conan, je mets son nom malheureusement, il a écrit beaucoup de petits textes par-ci par-là, et puis finalement, quand tu compiles tout ça, ça crée une histoire. Et ben, Lovecraft, quasiment tous ses textes ils sont vraiment incroyables. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 bouquins, ou 5, je sais plus, qui sont édités à l'heure actuelle. Euh, et c'est des histoires qui se suivent, justement. On va commencer par le premier. Je sais plus le titre, malheureusement. J'avais fini ça même moi, après j'ai essayé de coter le projet, et puis je suis tombé sur autre chose. Donc, moi, en tout cas, Lovecraft, pour moi, c'est quasi une valeur sûre si on aime beaucoup l'univers. Voilà. Ok, super. Le premier, je suis en train de regarder le premier qui a publié, c'était en 1916. Ça s'appelle L'Alchimiste. Donc, C'est ça. ouais, et tu cherchais, c'est Robert Howard qui a écrit Wow. Conan. Ouais. Merci. Donc super. À méditer, à lire, si vous n'avez rien à faire, il y a 65 nouvelles de Lovecraft. Ça peut être sympa. Et c'est écrit
en 4 ouvrages, vraiment, On c'est est notre super propre intéressant. alchimiste, paraît-il, hein, trouver le bon dosage Ah, dans tout. intéressant. Magnifique. Ouais. Relatif à la quête de soi, on a de la part de Corinne, tout à fait, on est toujours dans la quête de soi-même à n'importe quel âge. Et les auteurs et les écrivains savent nous le rappeler. Ils sont bons, ces écrivains, quand même. Connu de Lovecraft, c'est les montagnes hallucinées, voilà. Montagnes Alors, hallucinées. ouais, ils ont même fait, une BD autour de ça, si je ne me trompe pas. Ils ont créé un jeu de rôle autour du thème des montagnes hallucinées, même des jeux de plateau autour du thème des montagnes hallucinées. Donc, du coup, oui, apparemment, c'est vraiment pas mal. À retenir, très très bon. Merci pour ce partage, Michael. Je voulais passer au point suivant. J'avais envie de comparer les dialogues percutants ou les dialogues réalistes. Certains auteurs qui choisissent de faire des dialogues très ordinaires, très réalistes pour parler de choses très, très profondes, et d'autres qui choisissent d'utiliser vraiment un vocabulaire très percutant, des idées très percutantes. En termes de réalisme, je pensais à Paradis perdu d'Hemingway, qui écrivait au début du siècle cette petite nouvelle sur l'avortement, grand tabou, hein, qui est toujours un tabou. Hein. Je suis en Pologne, donc je suis très bien placé pour en parler de ce tabou-là. Ça n'a toujours pas évolué ici. Mais c'était très intéressant parce que c'est ce couple qui va pas du tout bien ensemble, qui attendent 40 minutes à la gare que le train arrive, et ils commencent à délibérer sur les montagnes qu'ils voient au loin, qui semblent fictives, et tout le dialogue tourne autour de l'opération que la femme va avoir, sans être citée tout le long de l'ouvrage, hein, mais du coup ça aborde l'avortement, et les dialogues sont parfois très court, il y a 2-3 mots, c'est très ordinaire. Il se commande une bière, après il commande des anis. C'est très, c'est, il se passe rien. En fait, il se passe rien et en même temps il se passe tout. Et c'est très très ordinaire, très et en même temps très profond. Et je trouve que c'est très très bien écrit de la part d'Hemingway. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Du C'est percutant, particulier. du réaliste? Ouais, ouais. Hemingway est un grand auteur. Génial, mais il écrit un peu trop de manière journalistique. Il y a beaucoup de choses, des fois, que bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si tu parles de dialogue percutant, pourtant qui ont l'air très simples, il y a l'exemple type du dialogue, c'est Socrate, la maïotique. Socrate ne fait que il répond, il pose des questions. Il dit jamais oh, c'est idiot ce que tu dis. Il dit ah, c'est ça ton idée, donc tu penses ça, qu'est-ce que tu en penses? Bah ah oui, et en fin de compte, il amène à penser que ce que la personne a dit est idiot. Et en fait, il amène l'autre à accoucher, la maïotique, à accoucher d'une idée par le dialogue. Après, bon, Hemingway, c'est une bonne question parce que c'est un grand auteur, c'est sûr, mais il disait je veux la littérature à l'os. Mais ouais, c'est l'inverse d'Hugo, quoi. Donc tu connais ma position. Je sais, c'est Mais pour ça que j'étais obligé de glisser Hemingway dans le tas. je me suis dit, ça y est, il m'a sorti Hemingway. Mais c'est très bien, non, évidemment. Vas-y, Jennifer. J'ai envie de dire justement, rebondir sur ce que tu disais, Théophile, et donc que pardon, le réel peut être percutant, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Voilà, le mariage de la réalité qui peut percuter forcément, du moment où voilà, on est dans son authenticité. Pour moi, ça dépend de la scène. Ça dépend vraiment de la scène. Par exemple, si on part sur une scène de bataille, le message percutant a sa place, je trouve, pour remonter un peu le moral des troupes et d'aller directement au combat. Je trouve que c'est très pertinent dans ce genre de scène-là, par exemple. Après, pour des scènes un peu plus posées, ça dépend après du thème, une fois de plus, c'est vrai, ça dépend. Vraiment, ça dépend vraiment tout du thème. C'est vrai que les deux s'accordent assez bien dans l'un que l'autre, mais ça dépend sur quoi et où ça va et qu'est-ce qu'on veut raconter à travers quel message on veut faire passer à travers ces dialogues-là, en fait. C'est vraiment ça. Tout tourne autour de ça, je pense. J'ai pas. Ouais, c'est vrai que. Le réel est percutant à l'unisson. Ouais, après, dans le réalisme, après, c'est clair que, par exemple, le réalisme, moi, j'entends beaucoup, c'est des textes genre un peu philosophiques, on ramène un peu sur le quotidien, ça dépend ce qu'on veut raconter au final. Alors, c'est vrai que, par exemple, il se lève le matin, il boit un café, il se raconte ci, ça. Ok, très bien. Fait percutant, tout est réaliste, ok, on pose un décor, et après, boum, un truc percutant arrive. Et là, boum, ça réveille le lecteur, ça réveille aussi les personnages, et d'un coup, il se passe quelque chose.
je pense que les deux, si on arrive à jongler avec les deux, on peut créer quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Mais après, l'omniprésence de l'un et de l'autre, c'est pas possible parce que trop de réalisme, à un moment donné, ça va assommer le lecteur, hein, ça, voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Ou trop de percutant, à un moment donné, on se finit par lasser parce que l'effet percutant n'est plus créé, en fait. On s'attend constamment à ça. Puis besoin de cette pause, hein, c'est vrai. Et typiquement, là, je serais dire le Cid, en ce moment, il y a des moments, on va dire, c'est réaliste, un moment où les deux pères se disputent pour une question d'honneur et de mariage et de droit ici et ça vis-à-vis du roi d'Espagne pour OK. Et puis le moment percutant, c'est quand l'autre il va dire ah mince, je dois tuer mon beau-père en fait. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il se passe un truc. Donc ouais, donc c'est Ça la vrai balance qu'il clairement. y a vraiment. Il faut bien doser la chose, je pense. C'est ça. Ouais, très, très bonne intervention. Marc, je voulais peut-être rebondir là-dessus. Non, c'est juste. Après, bon, ça dépend aussi, aussi du lecteur, parce que effectivement, il y a des textes où on a l'impression, bon, Hemingway, des fois, il se perd un peu. Bon, Hemingway, il le fait très bien, mais des fois, il se perd un peu en vouloir être trop naïf, trop proche. Dire, bon, il commande, comme tu dis, il va commander une bière, la bière, non, mais je veux une blonde, elle m'a fait une brune. Des fois, tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est intéressant ça? Moi, dans mon écriture, et ça, c'est ma façon de faire, c'est que je coupe tout ce qui ça m'intéresse pas. Mais peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses, tu vas pas te paumer, parce que l'autre, s'il va aux toilettes et tu expliques qu'il a tiré la chasse d'eau, est-ce que c'est vraiment. Et donc, le dialogue, c'est pareil. Est-ce que tu vas rentrer vraiment pour dire comment ça se passe en réalité? Mais t'as que deux, enfin, tu vas pas écrire 1000 pages non plus. C'est très délicat. Bon, ça fait penser à James Joyce, avec évidemment Ulysse, où finalement, c'est très, très bien fait. Mais finalement, si tu le lis la première fois, tu n'y comprends rien. Et si tu n'as pas un critique qui va te dire, non, mais il a voulu dire ça, parce que tu lis Ulysse, le mec, il se lève le matin, il se rase, il se coupe, là, il traîne toute la journée à Dublin. Alors, il y a Nabokov qui fait une étude d'Ulysse, c'est assez génial. Et il dit, à un moment donné, quand notre personnage, notre Irlandais, traîne du haut de Dublin, et puis il descend à voir l'hippodrome, tu vois, il descend, il fait. Alors, Nabokov, lui, il a pris la carte de Dublin, carrément, c'est un malade mental, Nabokov. Il a pris la carte, et parce qu'au moment donné, donc là, il se trouve dans le nord de Dublin, il voit un mec avec une charrette qui vend des saloperies, je sais plus quoi. La charrette. Et le Nabokov a calculé combien le temps un mec qui tire une charrette va mettre pour arriver à l'hippodrome. Et effectivement, ça correspond. Quand le héros sort de l'hippodrome, il voit pas la charrette. Mais bon, après tout, oui, d'accord. C'est génial, mais quelque part, est-ce que tu pourrais pas parler de l'histoire? Parce que quand tu vois Nabokov, c'est quoi? C'est une histoire de sa femme le trompe, est-ce qu'il va rester avec elle? Et quelle est c'est une histoire, c'est tout bête, quoi, en fait. C'est très fort. Mais est-ce que c'était la peine de nous écraser de trucs qui sont pas utiles? Enfin, qui sont pas utiles. Parce que, voilà, il va boire une bière, il va rôter, il va avoir son copain, ils vont parier, ils vont perdre, ils sont nuls. Et, voilà, et tout ça, oui, mais voilà, ça dépend comment tu le sens. Je me suis emmerdé hein, avec Ulysse, mais finalement, après, quand on m'a expliqué, évidemment, c'est. Vous voyez ça. C'est quand même marrant que tu Mm. Marc, excuse-moi Théo, Vas-y. parle de ça parce qu'en fait, tu te souviens ce qu'on a fait samedi là, hier, quand on a voulu faire le spectacle, on s'est retrouvé face au même dilemme. Qu'est-ce qui m'intéresse au public? On en a reparlé encore un peu ce matin, et tu vois l'idée? Je rebondis sur toi, Marc, sur Michael maintenant. C'est très difficile à définir. C'est en fonction de l'évolution de tout un chacun. Où on se situe les uns les autres, prendront ce que j'ai lu dans le texte, que j'ai été inspirée à écrire, en fonction de notre évolution. Ouais. On prend les choses d'une certaine façon, plus ou moins, tu vois, etc. Ça dépend de son public, en fait, peut-être. Ouais, en fait, on a remarqué que le public, en fait, il faut quand même le prendre par la main de A à Z. Et si tu prends le public par la main, en tant que soit même des lecteurs, hein, je vais te dire aussi, ça fonctionne pareil. Hein. Tu prends par la main dès le départ, puis une fois que tu prends par la main, tu te dis voilà, je te mets dans mon univers. Et bon, tu ouvres les portes de ton univers. Et là, après, il va se diriger, il va découvrir, il va dire waouh, c'est incroyable. C'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois quand on a commencé à modifier notre truc. On les a amenés à notre univers. Et les gens, ça les a plu, ça les a attirés. Et plus on fera ce genre de choses, plus on va attirer le monde. Et je pense que même dans le domaine de la lecture ou n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, des arts, ça peut vraiment, comment dire, attirer le public d'une manière ou d'une autre. Même si pour toi ça paraît bidon, pense pas comme ça. Pense à une idée géniale. Tu dis ok, bah, je vais essayer de faire ça et tourner de manière un peu
une manière qui peut être marrant, léger à la fois et tout. Puis pourquoi pas de prendre les gens par la main et leur expliquer voilà qu'est-ce qui se passe en fait. Il y a un petit peu de ça, je pense. Ouais, et il n'y a pas question de tu aimes ou tu aimes pas, c'est que tu vas piocher ce que tu as à nous apporter. Parce que chaque être qu'on s'apporte quelque chose dans la lecture, je pioche. Même ton livre, je suis neutre vis-à-vis de ton livre, je vais le lire. Et forcément, je vais pas te dire j'aime ou j'aime pas. Non, il va m'apporter intérieurement, ça va mûrir tout ton livre. Et avec ça, je vais évoluer. Et tout un chacun, nos livres peuvent nous apporter ou pas, mais en tout cas, ils font mûrir quelque chose. Donc, si je peux me permettre de résumer, et je suis entièrement là-dedans, qu'est-ce qui fait un bon livre? C'était le sujet de notre thème. Ouais. Et qu'est-ce qui fait un bon livre? C'est tout On simple, la vérité. Il faut que ce soit vrai. Ça vient de toi, c'est vrai. Et c'est là qu'on s'accroche, on dit, ah ouais, j'aime ce livre parce que c'est vrai, tout simplement. Et avec les beaux outils aux mains. Et si tu sais manipuler les outils, voilà. Oui, mais c'est ce que tu disais avec le combat. Qu'est-ce qui a plu aux gens? Ben, c'est que c'est vrai. On tape vraiment, on cherche vraiment à tuer, en parenthèse. On cherche vraiment le combat. Donc la littérature, c'est pareil, la vérité, se rapprocher de la vérité. Incroyable, ça c'est une belle fin. Ça c'est une belle fin, Marc. Franchement, bravo. Je suis sans voix, il n'y a rien à rajouter. Tu as très très bien résumé la chose. La vérité, peu importe les outils, peu importe les manières de la poser. Ça fait de beaucoup de livres, je pense, des livres exécrables, si on prend Oui, ah oui. je suis en train de penser à tous les livres qui n'ont pas cette vérité, cette fibre. Là, je suis en train, je sais pas pourquoi j'ai fait le lien avec Samuel Beckett, fin de partie, Ah, qui est, vrai. pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est de la littérature absurde. Et dans l'absurde, elle est où la vérité? Elle est partout, elle est nulle part à la fois. Et je trouve ça tellement complexe. Euh, J'étais en train de relire un petit passage, et à un moment, il y a ces deux personnages, Ham et Clove. Il y a Ham qui demande à Clove, quelle heure est-il? La même que d'habitude. Tu as regardé? Oui. Et alors? Zéro. Il faudrait qu'il pleuve. Il ne pleuvra pas. C'est ça. J'ai envie de me taper la tête contre les murs quand j'entends des trucs comme ça. C'est incroyable. Il y a tout et rien. Je me rappelle, j'avais analysé ça avec ma professeure de français quand j'étais au lycée. Je crois que c'est l'œuvre qui m'a le plus passionné. C'était d'extraire. La première fois qu'on le lit, et on n'est pas habitué à ce genre de lecture complètement absurde, on se dit, mais c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Les phrases sont juxtaposées les unes à côté des autres. Et, et quand on a notre professeur qui arrive avec tous ses moyens analytiques, et là, on se dit, mon Dieu, cet homme est un génie. C'est incroyable. Avec des phrases absurdes, il y a tellement de vérité. C'est exposer l'humanité, exposer ses problèmes, exposer tout en même temps. Et c'est un livre vrai. Et c'est là où j'essaie de me dire, mince, mais il y a des auteurs qui ont un talent incroyable pour exposer cette vérité, mais le lecteur doit avoir aussi les moyens de le déchiffrer. C'est un peu comme des hiéroglyphes, des fois. C'est extrêmement alambiqué. Tout est son contraire, cette fameuse dualité. Et qu'est-ce que le temps par rapport à l'horaire, encore une fois, par rapport à quand tout est dans ce même espace. Tout est son contraire. Tout ne fait qu'un. Tout est relié, interrelié. C'est trop beau. Puis à côté de ça, on a des grands auteurs à succès qui écrivent 10 pages par jour et ils te vomissent. Je ne citerai pas de nom d'auteur, mais vous les connaissez déjà. Nous avons les mêmes références. Tu vois l'extrême des bons auteurs, entre guillemets, l'extrême des auteurs moins bons, entre guillemets, et les deux mélanges au centré. Bon, voilà, ça atteint l'équilibre. Ben, c'est dans Shankaran, justement, ce livre super d'ailleurs, Shankaran, l'auteur australien, il fait dire un personnage, mais on va vers le progrès. Bon, c'est l'idée occidentale, hein. On va vers le progrès, et en fait, de ce qui est primaire, on va vers ce qui est complexe. Et ça permet justement, on voit l'évolution de l'humanité. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment vrai, en tout cas, parce qu'il y a toujours des niveaux de primaire incroyables, il y a toujours des niveaux d'imbécilité, d'horreur, de violence, et tu te dis, mais il y a toujours les extrêmes,
Et finalement, on a besoin l'un de l'autre parce qu'il n'y a pas forcément une évolution. Alors cette évolution, elle se fait d'une manière différente. Puisque quand tu lis aujourd'hui l'époque romaine ou l'époque médiévale, ou tout ce que tu vois qu'on a la même chose qu'aujourd'hui. C'est la technologie qui a peut-être changé, mais l'organisation, il y a des choses qui ont changé. C'est peut-être ça qui est important. Mais en fait, l'homme, lui, il ne change pas. Et pourtant, on devrait être plus intelligent. Comment se fait-il qu'on n'est pas plus intelligent, qu'on n'a pas dépassé certains problèmes? On ne les a pas dépassés. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a toujours cette dualité. Alors, il y a toujours cette idée, s'il n'y a pas la nuit, il n'y aura pas le jour. On a besoin du con pour avoir quelqu'un de génial. Mais c'est un peu ça. C'est assez intéressant. Cette idée de Shankaram. Est-ce qu'on évolue à l'idée occidentale ou est-ce qu'on n'évolue pas à l'idée asiatique où on tourne dans un même cercle? On le voit dehors, on le vit dedans, nous. Bizarrement, en parlant de tout ça, j'ai l'histoire, enfin l'épopée de Gilgamesh qui vient en tête. Il est l'un des plus anciens textes connus à ce jour, et si ce n'est pas le plus ancien texte, je crois. Et on va vraiment, on a toutes, on va dire, toutes les recettes de ce que peut être la dérision, l'humanité, la narration, le sujet du jour aussi, qui est le discours, c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà, le discours. On a vraiment tout ça inclus dans ce genre de texte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un point qui est assez souvent soulevé dans l'épopée Gilgamesh. On parle de la grande vague. En gros, ce qu'on connaît bien dans la Bible, c'est le déluge. On parle beaucoup du grand déluge. Et ce déluge-là, c'est comme si… Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils disent qu'il y avait quelque chose avant le déluge et qu'après le déluge, bah, il y a un nouveau. Mais ce renouveau répète encore les mêmes erreurs, en fait. En quelque sorte, il y a un petit message caché à travers tout ça qui dit, voilà, on recommence les mêmes âneries qu'on faisait avant, au final. Alors qu'on devrait les apprendre. Et en tirer des leçons. c'est comme si à chaque fois, tu avais à nouveau cette grande vague qui intervenait, qui effaçait tout, Yes. mais on se réveillait comme on se souvenait de naître et puis qu'on complètement oublié de ce qui s'est passé par le passé, en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs. Tout à fait incroyable. Ouais, c'est perpétuel, c'est cyclique. Et c'est intéressant de voir que dans la littérature, on ressent ces effets-là. On a souvent les auteurs qui reviennent par cycle sur l'idée des anciens. On l'a vu avec la Renaissance, on l'a vu avec le romantisme. Et est-ce qu'on l'a de manière contemporaine, en ces débuts du XXIe siècle? Qui sont les auteurs qui nous font revivre des auteurs vrais? Marc Gerbodeau, un auteur vrai. Non, parce que à l'époque, on peut imaginer, enfin moi j'imagine là sur le coup, Platon et Aristote qui essaient qui refaire le monde un peu, qui parlaient un peu comme nous on parle aujourd'hui. Et ces gens sont morts, nous on arrive 2000 ans après et on pose les mêmes questions. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne question ou pas? Est-ce que c'est une bonne question ça justement? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un changement littéraire et un changement de, comment dire, d'intérêt. On va dire, comparé par exemple à la Renaissance, on s'intéressait beaucoup aux textes anciens, donc textes grecs et romains, même chez les pays arabo-musulmans. À la même époque, ils s'intéressaient même au Moyen-Âge vachement aux textes grecs et romains. Ils se basaient tout sur ça. Toute leur littérature est basée autour de ça. Et même nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un nouveau tournant où ces textes-là, bah, en fait, on les laisse de côté parce que c'est un peu trop ancien, ça parle quasiment plus à personne. Et on se tourne vers des personnages un peu plus réalistes, si je puis dire, comme, je sais pas, on commence à mettre Victor Hugo un peu plus à l'avant, Émile Zola, et ainsi de suite. Et encore, il commence à disparaître aussi gentiment pour laisser place à quoi, je ne sais pas tellement, mais à un truc un peu plus New Age. Voilà, on invente des philosophies. C'est un peu ça ce qui se passe en ce moment, on invente des trucs. Éviter de revoir l'ancien. J'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans les écoles, maintenant je remarque de plus en plus, on tente d'inculquer ça aux gens, mais les gens s'intéressent de moins en moins à ce genre de littérature parce que trop compliqué à comprendre, trop compliqué pour ci, trop compliqué pour ça. Et puis on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir analyser ça parce que vu la vitesse où vont les cours aujourd'hui, on n'a pas le temps d'apprécier un livre. Sur le point de vue analytique, je dis bien, puis bien sur le point de vue aussi du texte en soi pour l'apprécier. C'est pas évident. Et aujourd'hui, je remarque, on tombe de plus en plus dans des trucs plus concis, plus courts. Même on raccourcit les textes anciens. Typiquement, quand on prend du Molière ou du Corneille ou même de Hugo, de plus en plus, on nous demande d'acheter des textes, mais ils raccourcissent.
Du coup, voilà, ces textes est raccourci. En gros, tu as un texte original, mais c'est raccourci. Du coup, on n'a que la moitié de l'histoire. Et reste, ça finit en didascalie. Donc, oui, après, c'est bien, mais elle est où l'essence de tout ça? On perd Mais cette essence. Mmh. mais c'est Allez, plus Marc, le mot de la fin, on arrive sur la la fin de cette réunion. Je te fin. laisse intervenir, vas-y. Non, mais je pense que c'est très intéressant. Ça, effectivement, ça fait réagir parce que je pense qu'aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, on est dans une époque du déni. On ne veut plus voir la réalité. Le monde occidental est fini. Il y a un autre monde qui va se construire et on ne veut plus voir la réalité. Et enfin, par rapport à ça, c'est exactement ça. On résume tout, donc on élimine tout ce qui est intéressant. On croit qu'on connaît parce qu'on a lu Guerre et paix en 10 minutes. Mais justement, c'est le temps qui nous fait apprendre. En résumé d'Hugo, on n'aura jamais rien compris. Parce que c'est des choses qu'il faut développer l'esprit. Et on ne veut pas développer l'esprit. Quel que soit le problème, allez, on a une solution toute faite. Le Covid, ah ouais, mais on en a les mecs sans, on prend plein d'argent, on vole parce que c'est tout est pourri. Mais l'idée, c'est ça, on a la réponse tout de suite. Ah, là, on a la guerre là, quelque part, ah, on va dire, non, c'était les gentils, ça c'est les méchants, puis là, on va arranger. Alors qu'on sait très bien comment on va arranger par la diplomatie, par la discussion, encore dans la Russie et les États-Unis. Le reste ne compte pas. Mais non, mais on va pas regarder les vrais problèmes. On ne veut pas voir les problèmes, il y a une peur, il y a une imbécilité, où on va regarder tip-top, ouais, tip-top avec des images débiles, tout le temps, ça va nous capter l'esprit, mais par ça, on ne pense pas. Et c'est ce que disait un peu Alexandre Astier. Les gens ne veulent pas penser, parce qu'ils croient que c'est difficile. Alors que pas du tout. La pensée amène vers le plaisir, vers la joie, vers tout ça, parce que tu deviens toi-même. Mais moins tu penses, alors moins tu es agressé. Évidemment, tu n'es pas agressé, tu suis comme ça. Alors pour le mot de la fin, parce que tu me disais, moi je pensais à une chose, à un auteur que j'adore, enfin un homme, enfin pour une politique, un homme, je dirais, voilà, avec un grand H, Václav Havel, qui était dans une situation terrible dans la dictature tchèque. Hein. Il a fait une pièce de théâtre très bizarre, où à un moment donné, et le but c'était de faire réagir les gens, justement, et à un moment donné, les acteurs s'arrêtent, ils vont devant les gens, et ils se mettent à hurler. Et c'est vrai, ils sont malades, quoi. Les mecs hurlent pour dire, réveillez-vous, parce que la réponse, elle est dans vous. Elle est en vous, réveillez-vous. Réveillez-vous donc, c'était le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle édition et avec des nouvelles idées de podcast pour nos prochaines aventures. Restez connectés, suivez-nous, abonnez-vous. À très bientôt.